5, 7, 2, 5, 7. Quand on vous propose du pognon, vous le prenez. C'est comme ça, c'est tout, c'est la règle, c'est simple. Putain, moi je veux bien être malhonnête, mais on m'en donne pas les moyens, qu'est-ce que je peux y faire? C'est du journalisme total. Putain, je suis un traître. L'important, c'est de se gaver pas mal, et ça, c'est capital. En France, le marketing prend volontiers les States en modèle. Et ce n'est pas le phénomène du Black Friday qui nous laissera penser le contraire. Période de solde suivant la période de Thanksgiving aux USA, on y a eu le droit aussi sur les sites français cette semaine. Des promotions portant aussi le nom de Black Friday en France, mais sans avoir à célébrer Thanksgiving, une fête rendant hommage aux Indiens d'Amérique et à leur territoire pour leur générosité. Si cet hommage ne manque pas de second degré, c'était dans tous les cas, pour les Français, l'occasion au premier degré de voir le casque PSVR s'échanger pour la moitié de son prix. Voilà un contexte de lancement idéal pour Skyrim VR, qui sortait justement cette même semaine sur PS4. Il y a un an, la sortie du casque PSVR ressemblait simplement à une tentative pour occuper un terrain à la mode. Mais un an après, constatons que l'accessoire offre à Sony un positionnement unique face à la One et à la Switch. Si les chiffres sont rares, on sait déjà que Sony n'a pas eu à attendre l'été 2017 pour fêter son millionième casque vendu. Et dans l'attente de nouveaux chiffres officiels, toutes les estimations parlent désormais de 2 millions de casques PlayStation vendus. Il se vend bien plus de PSVR que d'Oculus Rift et de HTC Vive réunis. Ça va? Ça va. Ça va qui? Mon adjudant. Mon adjudant, chef. Aïe, difficile ça, hein? Et ça va venir. Bon. Un succès permettant à Sony d'être conquis par l'idée de mettre son casque au cœur de sa stratégie de marque. Une version 1.2 du casque est en cours de commercialisation au Japon. Avec succès, Sony fait également savoir qu'il augmente la production de ses manettes PS Move face à une demande soutenue. Il y a d'ailleurs fort à parier que Sony nous prépare également de nouvelles manettes. L'absence de joystick sur les PS Move se fait sentir dans un contexte où le Navigation Controller, servant de nunchuck, est mis à l'écart car ne possède pas de boule de tracking. C'est donc un constructeur de consoles qui se retrouve dans une posture de leader dans le marché de la VR. Voilà qui est cocasse pour deux raisons. D'une part, parce que la marque PlayStation est historiquement plus suiveur que leader. La déclaration de son PDG en septembre n'a donc rien d'étonnant. Je cite « Je ne suis pas totalement à l'aise avec le fait d'être le leader du marché de la VR, avec l'écart qu'il semble y avoir actuellement. » Voilà une phrase que Nintendo n'aurait jamais prononcée à propos d'un de ses devices. Question de personnalité. D'autre part, souvenez-vous que l'excitation précédant l'arrivée des premiers casques VR sur le marché laissa rapidement place à un engouement médiatique et professionnel en retrait. La pensée qui dominait alors le milieu de l'année 2016 était que la VR trouverait finalement son salut dans une utilisation professionnelle dans l'industrie, la santé ou encore l'éducation. Cocasse que le leader soit un consolier proposant 100 jeux déjà disponibles et en promettant 80 à venir d'ici au premier trimestre 2018. Ainsi, ce qui pousse la VR, ce n'est pas Decathlon qui annonce mettre à disposition le HTC Vive dans 30 de ses magasins français pour visiter des tentes Quechua qu'il aurait eu la flemme de monter. Mais c'est bien la sortie de Skyrim, qui en offrant un jeu d'envergure, bien que daté, au PSVR, va permettre de répondre à la question suivante. Est-ce que la VR est compatible avec un jeu vidéo long et profond, nécessitant des sessions longues ? En effet, en juin dernier, le CEO de Sony Interactive Entertainment America précisait dans une interview que la durée moyenne d'une session de jeu PSVR était de 25 minutes. Avec ce Skyrim VR qui ne peut se jouer qu'avec le casque. On saura donc bientôt combien de temps les joueurs savent tenir en VR dans la province de Bord-de-Ciel. Pariant sur le fait que vous en avez entendu parler 1000 fois ces derniers jours, je me restreins à le résumer ainsi. En vous permettant de payer pour obtenir des avantages lors du multijoueur au sein d'un jeu à l'accès payant, Electronic Arts a réussi, médiatiquement, à passer pour ce qu'il est. Il aurait renoncé à sa tentative. Ah bon? D'après le message, c'est à prendre au conditionnel, hein.
Tout le monde l'aurait envoyé promener. Envoyé promener, pourquoi? Mais il fait bien ce qu'il veut s'il a envie de renoncer à sa tentative. D'après le message, c'est le discours qu'ils n'auraient pas supporté. Ah, s'il a fait un discours, ça... Alors, toujours d'après le message, hein. Un discours très long et pas toujours très clair. Ah bah oui, non mais je me doute, bien sûr. Certes, avec le traitement médiatique qui a suivi, EA a amoché sa réputation. Mais s'il est critiqué de toutes parts, c'est pour enfin avoir répondu, malgré lui, à la question que tous les gros éditeurs se posaient. À savoir, dans ce modèle répandu des achats in-game, au sein des jeux déjà payants à l'achat, jusqu'où le bouchon peut-il être poussé? La réponse, visiblement, c'est que l'égalité des chances quand les joueurs jouent ensemble ne doit pas être sacrifiée. Or, dans ces combats multijoueurs géants de Battlefront 2, EA avait prévu que les plus dépensiers se voyaient rendus plus puissants. Voilà qui est financièrement discriminant. L'ironie de l'histoire, c'est que lors de sa conférence pré-E3 en juin dernier, Electronic Arts s'était publiquement félicité d'avoir distribué $1 million à 3 associations pour lutter contre l'inégalité des chances, déclarant alors qu'il voulait soutenir un monde du jeu vidéo plus inclusif. Si les fonds venaient des lootbox, alors la boucle est bouclée.